Alors pour cette, Toi, Xavier. pour cette table ronde, j'accueille 3 spécialistes du monde maritime. Lise Détrimont, vous êtes déléguée générale de l'association Windship et on va parler vent. Vous planchez sur la décarbonation du transport maritime en proposant le vent comme alternative. Nous y reviendrons, bien sûr. À vos côtés, Xavier Lozac. Bonjour Xavier. Vous êtes responsable souscription, corps maritime et construction navale chez AGCS. Olivier Sanquer, vous êtes directeur en charge de l'activité marine chez Vinci Énergie. Et à vos côtés, un spécialiste du monde aérien. Bonjour Xavier Bouy. Vous êtes président de la commission énergie et environnement de l'Académie de l'air et de l'espace. Alors, on aura à chaque fois ces 2 jambes, du maritime et de l'aérien, pour comprendre un peu ce qu'il faut faire, ce qui avance en matière de décarbonation du transport. Alors, je voulais je pense que l'explication de Laurent Leblanc était très claire sur cette décarbonation, ce qu'on a comme enjeu devant nous. Alors peut-être en complément, quand est-ce que la prise de conscience a eu lieu? Comment est-ce qu'elle s'est faite? Est-ce qu'elle est aussi récente qu'elle en a l'air? Lise, peut-être? Alors, on vient de l'entendre, effectivement, on sait qu'il y a un enjeu de trafic. En 2019, on avait encore 11 milliards de tonnes de marchandises qui étaient transportées à travers les océans par quelques 60 000 navires. Donc, un trafic qui est toujours en augmentation. On a eu une massification de ces volumes qui a été permise aussi grâce à des tailles de navires de plus en plus importantes. On l'a vu ce matin, ça a été bien souligné. Et pourtant, même si on a un mode de transport qui est sans doute l'un des moins émetteurs en gaz à effet de serre, on a cette augmentation de volume qui va amener les 3% d'émissions de CO2 mondiaux liés au transport maritime à représenter sans doute 17% d'ici 2050. Il se trouve qu'en fait, le transport maritime, de même que l'aviation civile internationale, n'a pas été intégré aux accords de Paris de 2015. C'est l'Organisation maritime internationale qui est responsable de la réduction de ces émissions. Ce ne sont pas les États qui sont directement responsables. Et au sein de l'organisation maritime règne un principe qui est un principe d'égalité de traitement, qui est assez différent du principe de responsabilité commune mais différenciée qui s'applique dans le cadre de la Convention sur le changement climatique. Donc, il y a eu un petit peu de temps avant qu'à l'OMI émerge une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui a été établie en avril 2018, qui comprend des mesures de court terme qui sont en cours aujourd'hui avec des indices d'efficacité énergétique de plus en plus contraignants, et puis des mesures de moyen terme qui vont être revues dès 2023. Et puis, on voit qu'il y a une accélération aussi. On a eu une COP26 en octobre-novembre 2021 qui a vraiment mis l'accent sur la nécessité d'accélérer cette prise de conscience. On a eu plein de 100 pays qui ont signé un accord sur la réduction des émissions de méthane de 30% d'ici 2030. Et puis l'Union européenne qui pousse avec des indices sur l'intensité en gaz à effet de serre des navires, qui pousse sur l'entrée du système du transport maritime dans le système d'échange des quotas d'émissions. Donc voilà, on a tout un corpus, en tout cas réglementaire, qui vraiment pousse à cette prise de conscience, et je pense que les armateurs avancent vraiment dans ce système. Pour illustrer, Olivier Sanquer, peut-être chez Vinci, comment ça s'est passé? Alors on va parler de Vinci Énergie essentiellement. Hein. Pardon. Chez Vinci Énergie, c'est une question de RSE, tout d'abord cette prise de conscience. Nos activités sont essentiellement liées au fait d'intégrer des systèmes chez des clients, qui soient dans l'industrie, qui soient dans le tertiaire ou évidemment dans le maritime, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui en particulier. Et si on regarde nos activités chez Vinci Énergie, eh bien, une fois qu'on aura décarboné nos transports que sont nos fourgons, nos véhicules légers, eh bien, on aura à peu près fait le tour de la décarbonation. Donc on parle là de ce qu'on appelle le scope 1 et 2. Par contre, si on regarde le scope 3, c'est-à-dire que si on regarde chez nos clients comment faire pour accélérer la décarbonation, eh bien là on voit que les enjeux sont beaucoup plus importants, puisqu'on peut considérer que sur le scope 3, on peut décarboner jusqu'à 30 fois plus que sur nos activités. Et comme nous travaillons dans le monde du maritime, évidemment le monde maritime va s'intégrer à cette logique-là. Pourquoi? Parce que nous travaillons depuis de longues années sur l'usine électrique du bateau, pour faire simple, c'est-à-dire comment produire de l'énergie à bord et comment la distribuer.
Et il nous a semblé évident de nous pencher sur les nouvelles technologies qui devenaient disponibles pour pouvoir décarboner le transport. Qu'est-ce qu'on peut dire du monde aérien? Alors, le monde aérien, en fait, il se trouve, j'ai écouté les exposés tout à l'heure, tout à fait, non pas frères jumeaux, mais plus que cousins du monde maritime, par les chiffres, en fait. Parce qu'on est à peu près au même niveau d'émissions de carbone, d'émissions de CO2, 2,5%, 3%, enfin dans ces eaux-là, avec une croissance, comme vous avez vu, celle du PIB, qui semble presque inexorable. Et donc 700 millions de tonnes d'émissions de CO2 contre 900, je crois, pour le maritime. Enfin, c'est tout à fait du même genre. Et du point de vue transport de fret, 40% en valeur du fret international transporté, en valeur. Évidemment, en tonnage, ça n'a rien à voir. Et un nombre de passagers qui est comme, tout à fait considérable, puisque en nombre de passagers kilomètres, c'est 9 000 milliards de passagers kilomètres. Ça veut dire qu'en fait, il y a 20% de l'humanité qui prend de temps en temps l'avion, 80% qui ne le prend pas. Bon, ok. Alors, un point aussi commun avec le maritime, c'est l'aspect fondamentalement international. Le régional est important, certes, le local est important, mais l'international est vraiment le gros consommateur et il n'y a guère d'alternative pour le transport de masse, puisque l'on fait du transport de masse, aussi des masses de personnes, pas des masses de denrées, mais c'est important. Alors, comment est-ce qu'on est venu à cette prise de conscience? Alors, il y a longtemps déjà qu'on en parle dans le milieu aéronautique. Il y a 25 ans, je me souviens, j'avais mis en place un groupe de prospective qui s'intéressait à l'hydrogène. À l'époque, les Russes faisaient des manips en vol avec des avions qui marchaient un peu l'hydrogène. Donc, puis c'est retombé comme un soufflet à l'époque. Il y a 10 ans encore, faute de solutions techniques en vue, on s'en occupait pas trop. On pourrait dire que le monde de l'aviation faisait un petit peu le gros dos devant cette échéance qui était quand même en vue à long terme. Et puis, il y a quelques années, avec l'apparition des biocarburants un peu assez efficaces, des électrofuels dont je vais dire un mot plus tard, des start-up qui développaient tout ça, on s'est mis à y croire, on va dire 2 ou 3 ans avant que Greta ne commence à s'occuper de nous. Voilà, donc on s'est mis à y croire. Et maintenant, la réglementation européenne commence à suivre, donc déjà en Europe. Ailleurs, ça ne fait pas grand-chose. Dans les pays en voie de développement, on fait rien du tout, même on pourra dire. Et un de ces 4, l'OACI va commencer, l'Organisation de l'aviation civile internationale, va commencer à s'en soucier sérieusement. Donc voilà où nous en sommes. Xavier Lozac, j'ai envie d'une question un petit peu provoque. Pourquoi est-ce que les assureurs se préoccupent de ces sujets? C'est vrai que la prise de conscience chez les assureurs est assez récente. Les assureurs, on va dire maritimes, un petit peu dans leur ensemble, étaient beaucoup plus préoccupés par la sécurité du navire et le côté environnemental est venu un petit peu après et s'est développé en même temps que toutes ces nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, chaque compagnie d'assurance a dans son ADN cette idée de l'ESG et de développer sa responsabilité à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, c'est comment dirais-je, un accompagnement de toutes les parties prenantes dans cette filière. Alors ce n'est pas forcément évident du point de vue de l'assureur, c'est les nouvelles technologies, il y a un petit peu d'inconnu. L'assureur, s'il aime l'aléa, n'aime peut-être pas trop l'inconnu, ça dépend. Chaque compagnie a sa propre appétence au risque et dans quelle mesure ils sont prêts à accompagner tous ces projets qui sont aujourd'hui, qui vont faire partie de notre futur. Si je peux parler pour un groupe comme Allianz est fortement impliqué dans une démarche de décarbonation de sa propre activité avec 2 échéances en 2030 et 2050. Donc on s'inscrit vraiment un petit peu dans la même dynamique que nos clients, puisque les normes IMO c'est 2030. On l'a vu tout à l'heure avec la présentation de M. Leblanc, notamment. Donc l'idée, c'est dans les prochaines années, pour toute notre communauté, ça va être de pouvoir accompagner au mieux, avec des restrictions ou pas, plein de solutions qui devront être inventées, puisqu'aujourd'hui, le classicisme, on connaît, la tradition. Là, on va dans un nouvel environnement à défricher, à découvrir. Nous irons assez loin demain matin avec Cécile Soubran dans l'analyse de ce que fait AXA sur le sujet, donc en complément.
On a déjà vu pas mal de solutions, mais alors quelles sont les solutions de décarbonation que vous envisagez pour le transport maritime? Lise et Olivier, je crois que vous avez réfléchi un peu ensemble, alors je vous laisse nous présenter ça en complément de ce que nous a dit Laurent. Alors, oui, beaucoup de choses ont été dites déjà tout à l'heure. On va s'appuyer sur un travail qui était mené par la coalition Transition éco-énergétique du maritime, qui était portée par le cluster maritime français et qui aboutit à la création de l'Institut MIT 2050 pour porter un programme navire et port zéro émission. J'ai tout dit. Moi, j'ajouterais 2 points par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. On a des enjeux à la fois à terre et en mer sur cette décarbonation du transport maritime. Des enjeux en mer, on va travailler sur le navire, sur effectivement les systèmes propulsifs, sur la gestion de l'énergie à bord, sur des technologies, du design du navire, de la lubrification par l'air, le nettoyage de la coque, voilà, des mesures très pragmatiques, et puis l'opération du navire en elle-même, avec notamment la gestion de la vitesse, qui permet de jouer fortement sur les émissions de CO2. On l'a déjà vécu en 2008, quand les porte-conteneurs ont notamment ralenti de 25 à 18 nœuds. Et ça, c'est une partie des enjeux, mais il y a un énorme enjeu sur ce qui va se passer à terre, sur la production, le stockage, la transformation, le soûtage de ces carburants alternatifs. Et finalement, l'enjeu financier, notamment, de cette transition, il porte beaucoup sur ce qui va se passer à terre, puisque des études ont montré que c'est 800 à 1200 milliards de dollars qui sont à investir d'ici 2050 pour réussir cette transition, sur cette partie, principalement à terre, puisque c'est 87% des dépenses qui sont vraiment sur ces carburants. Et là, on est uniquement sur une décarbonation qui répond aux enjeux de l'OMI, c'est-à-dire réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre. Si on veut aller sur vraiment du zéro émission, il faut augmenter encore la note, dont c'est plus de 60 milliards de dollars investis chaque année d'ici 2050. Donc l'enjeu est absolument énorme. Et ce que je voudrais ajouter pour illustrer un petit peu plus ce qui a été dit tout à l'heure aussi, c'est que effectivement, on table beaucoup sur des carburants zéro émission qui seront produits à base d'hydrogène grâce à de l'électricité décarbonée. Aujourd'hui, les 300 à 330 millions de tonnes de fuel qui sont utilisées par le transport maritime, c'est à peu près l'équivalent de 3000 TWh produits aujourd'hui en électricité avec un rendement d'un moteur thermique à 50%. Demain, on est sur des chaînes de production un peu plus complexes avec de l'hydrogène, enfin de l'électricité décarbonée, donc un rendement moindre. On doit multiplier par 2 à 4 le besoin d'électricité décarbonée. Ça équivaut à 6 à 12 000 TWh. Et ce calcul, je le trouve assez parlant, 12 000 TWh, c'est plus de 2000 réacteurs nucléaires d'1 gigawatt, c'est plus de 2 millions d'éoliennes installées. Donc, c'est juste pour donner la mesure de ce face à quoi le transport maritime est aujourd'hui, et le fait qu'on ne peut pas tabler sur une seule solution et qu'on va vraiment devoir aller sur du mix énergétique et sur de l'hybridation. Et je passe la parole à Olivier. Donc effectivement, on va se pencher sur le fait que ce ne sera pas une seule solution. Ça semble à peu près évident à tout le monde aujourd'hui qu'une seule solution n'amènera pas à décarboner. On aime bien cette équation de Kaya là, qui montre que finalement il y a trois grandes familles d'actions à mener. Une première famille qui va être le fait d'abaisser le contenu de CO2 dans le carburant, dans l'énergie qui est consommée. Le deuxième levier sera de travailler sur l'efficacité énergétique du bateau. Et puis le troisième levier qui sera de travailler sur la sobriété. Et on voit que même le fait de travailler sur le contenu en CO2 de l'énergie fait qu'on arrive à plusieurs solutions qui, toutes uniquement, ne sont pas suffisantes. Elles ont toutes leurs défauts et donc il va falloir trouver des moyens de combiner, de trouver les bons usages, voire même de multiplier les usages sur un même bateau. On va prendre l'exemple des biocarburants. Les biocarburants ne se suffiront pas eux-mêmes puisque on sait bien qu'il y aura un conflit d'usage avec tout simplement l'agriculture, hein, les terres agricoles. Donc on n'arrivera jamais à décarboner grâce aux seuls biocarburants. Les e-carburants, eh bien, il y a des coûts de production qui sont là.
Et je continue, l'électrification, les batteries, eh bien, on voit bien on sait que les batteries ne permettront pas d'emporter de grandes quantités d'énergie, notamment pour des voyages transatlantiques, par exemple. Donc elles ne se suffiront pas à elles seules. Pourquoi pas capter le CO2 je crois pas qu'on en ait beaucoup parlé aujourd'hui, mais on pourrait imaginer de capter le CO2 à bord. Là, ça nécessite des infrastructures très importantes. Et on y reviendra tout à l'heure. La propulsion vélique peut elle aussi être une solution. Ensuite, travailler sur l'efficacité énergétique. Eh bien, une grande famille de travaux sera de travailler sur les formes de coques, sur le fait de diminuer la traînée des bateaux. On voit apparaître de nouvelles technologies telles que les foils, mais ça ne suffira pas non plus à décarboner complètement, puisqu'on peut tabler sur des réductions de 10 à 20% de réduction de consommation. Quand on parle d'excellence opérationnelle, c'est comment optimiser, je dirais, l'usage de l'énergie à bord et mettre en place des systèmes de réduction d'énergie à bord des bateaux. Et enfin, la sobriété, donc, eh bien, pourquoi pas réduire la vitesse, mais si on continue à consommer et à transporter autant de matière et de matériel, eh bien, si on réduit la vitesse des bateaux, il faudra peut-être multiplier le nombre de bateaux. Donc on voit bien que là aussi, ça se mord un peu la queue. Je passerai assez rapidement sur la sobriété générale, puisque là, ça dépasse largement le cadre de notre domaine d'intervention. Et là, c'est la société tout entière qu'il faudra changer. Un deuxième axe qui est intéressant de regarder, ou plutôt il y a deux axes qui sont à regarder, c'est qu'est-ce qu'on est en train de propulser et sur quelle distance. Qu'est-ce qu'on est en train de propulser? C'est la taille du bateau, tout simplement, et on voit qu'on va avoir des puissances très variables qui vont aller de 100 kW à au moins une centaine de mégawatts pour les super porte-conteneurs ou les navires les gros navires de croisière qui atteignent ces puissances-là maintenant. Donc on voit que la techno à mettre en œuvre sur les bateaux va dépendre de la puissance qu'on va installer, et puis ensuite il va y avoir un deuxième paramètre qui va être la route qu'on va faire et la durée de cette route. C'est-à-dire que si on est sur un petit trajet ou encore une fois si on fait le tour du monde, eh bien la quantité d'énergie à embarquer va formater aussi les choix qui vont être à faire. Et là on voit que eh bien, par exemple, on parlait d'hydrogène, de batterie tout à l'heure, pour des trajets qui sont courts, eh bien, ça pourrait être adapté. Par contre, ça ne sera pas du tout adapté pour des transports transatlantiques, sauf à des révolutions technologiques que je n'ai pas encore imaginées, quoi. Et puis, à l'inverse, eh bien, peut-être d'autres technos sur les carburants, etc., seront adaptés sur ce type de trajet. Alors, Lise, vous pariez sur le vent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer déjà aujourd'hui et puis à moyen terme? L'énergie du vent, c'est vrai qu'on l'a laissé un peu de côté depuis une bonne centaine d'années, mais il n'est pas question de revenir aux grands clippers des années 30, même s'ils étaient très beaux. C'est plutôt de réutiliser cette énergie qui est effectivement relativement abondante, disponible immédiatement et gratuite à son point d'utilisation, et ce pour toute la durée de vie du navire. Aujourd'hui, le vent, on l'utilise depuis plus de 5000 ans, avec un retour aujourd'hui en utilisant des technologies qui sont différentes, qu'on va distinguer selon le type de matériau, la disposition sur le pont, la cambrure, la taille, donc plein d'éléments. Aujourd'hui, au sein de l'association Winship, qui est donc une association qui fédère les acteurs de ce domaine-là, qui fait partie d'un réseau international, on a essayé de classifier ces éléments. Je vous en ai mis quelques images pour illustrer des systèmes qui peuvent être soit qu'on va appeler actifs, donc qui utilisent une certaine énergie. Là, c'est le profil aspiré qui a été inventé par l'équipe du commandant Cousteau dans les années 80, qui est repris aujourd'hui. Et c'est un profil, tout le long du profil, on va avoir un système d'aspiration de l'air qui va vraiment augmenter la portance, et qui fait qu'on a des ailes qui sont de moindre taille par rapport à une voile classique, donc qui prennent moins de place sur un navire de charge. Dans les systèmes actifs, on a aussi ce qu'on appelle des rotors, donc des cylindres métalliques qui sont mis en rotation sur eux-mêmes et qui, avec cette mise en rotation, génèrent une portance. Ça a été inventé dans les années 1924, et les navires ont navigué avec ça et sont aujourd'hui équipés d'ailleurs toujours. On a ensuite des systèmes plus classiques, les profils minces, comme les voiles que vous connaissez, mais on peut les revisiter aussi avec
des textiles ou des matériaux qui sont différents. Là, on a des voiles avec de la fibre de verre et du composite qui sont beaucoup plus résistants, qui ne vont pas faceiller, qui vont avoir une moindre fatigabilité. On a un panel de nouveaux profils qu'on appelle des profils épais, qui sont assez innovateurs dans le monde maritime et qui vont s'inspirer vraiment des lois de l'aéronautique et de l'aviation. Des profils qui peuvent être gonflables, comme celui-ci. L'annonce de Michelin la semaine dernière, on est dans ce type-là? Exactement, cette voile-là, vous voyez, il y a des systèmes de ventilateurs sous la voile qui vont gonfler la voile et un mât télescopique à l'intérieur qui va s'élever. Et ensuite, on a une voile qui a une structure extrêmement stable, pas de problème de pression et qui est vraiment permet d'avoir une portance extrêmement importante. Tous ces systèmes de voile sont automatisés. Donc on n'a pas à nouveau un équipage avec 70 personnes à bord. On est sur vraiment un équipage classique avec par contre de l'apport de compétences. On a des profils épais qui sont beaucoup plus rigides, comme ceux-ci, qui peuvent s'inverser. On a des profils épais avec des systèmes de plaques latérales. Je ne sais pas si vous remarquez, mais au fur et à mesure, il y a plein de typologies de navires que je vous montre parce que ça s'adapte à tous les segments du maritime. Ça, c'est un profil épais qui a été créé dans le cadre de la course au large, qui a gagné le bateau Oracle, ça parle à certains, qui a gagné en 2010 la Coupe de l'América, avec des ailes articulées et qui ont été retravaillées pour être industrielles et installées sur des navires de charge, qui seront installés sur un navire en octobre, qui prendra la mer en octobre prochain, le Canopée, un roulier de 120 mètres. Et puis on a des systèmes de kite, donc eux vont s'élever au-dessus du pont et aller chercher des vents plus forts, plus stables, avec des systèmes de vol dynamique qui ont une forte traction extrêmement importante. Donc voilà, c'était un petit panel pour vous montrer qu'on est vraiment sur quelque chose de différent. On utilise l'énergie du vent, on l'exploite, on est sur du potentiel de 5 à 20% de systèmes de propulsion amenés par l'énergie du vent quand on est sur des navires existants qui n'ont pas été dessinés pour la propulsion par le vent, mais sur lesquels on implante ces systèmes-là. Et puis, on peut aller au-delà de 30% quand on est sur des navires nouvellement construits. On peut même aller jusqu'à 50, 70% quand on est sur des navires avec une propulsion principale par le vent. Donc là, ça va être des routes spécifiques avec des navires de taille modérée et adaptés. Mais on est vraiment sur un potentiel de décarbonation qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on a 20 navires de charge de grande capacité, donc ça va de 80 à 340 mètres, 325 000 tonnes poids lourds pour le plus gros, qui est un gros minéralier, qui navigue sur tous les océans. On a des projections de 3 700 à 10 000 navires équipés d'ici 2030 et près de 45% de la flotte équipée d'ici 2050. Ça, ce n'est pas nous qui faisons ces projections, ce sont des organismes tiers qui ont fait ces études-là en se basant sur la disponibilité et la gratuité du vent. Peut-être que je laisse. Chez Vinci Énergie, vous utilisez déjà ces bateaux, ces nouveaux moyens de propulsion, ou c'est encore balbutiant? Alors certains, on les assure déjà. J'ai vu une ou deux photos sur des navires que nous assurons. Après, sur les nouveaux systèmes, voiles rigides, etc., on est au début de l'aventure. Alors dire qu'un assureur maritime ne sait pas souscrire des gréements, des voiles et des mâts, ça serait un petit peu bizarre vu que l'assurance maritime existe depuis quelques centaines d'années. Donc c'est vrai que sur du gréement classique, on le fait, c'est ligne yacht, certains assurés français, on ne va pas les nommer ici, mais dont le courtier se reconnaîtra. Après, sur les voiles rigides, c'est vrai que c'est un peu l'inconnu. C'est un peu l'inconnu, comment faire, comment aider les clients, comment accompagner les clients dans ce développement, adapter nos conditions, la rétention du client. C'est vrai que des fois, on peut avoir un petit peu peur quand on voit la photo du trimaran Oracle en se disant... C'était le mot que j'allais employer. Ça fait peur, on imagine des Vendée Globe un peu périlleux, c'est ça que ça veut dire ? Ça veut dire que traditionnellement, c'est vrai que les navires de course, mât, carbone, etc., on n'aime pas trop, enfin les souscripteurs n'aiment pas trop. Je parle sous le contrôle de mes pairs qui vont me haïr sûrement dans 3 minutes. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas trop ce genre de risque parce qu'on finalement on se dit qu'il n'y a plus vraiment d'aléas, puisque le carbone est une matière qui certes existe depuis longtemps, mais pour les assureurs c'est compliqué à appréhender. Olivier, juste en réaction, vous l'utilisez pas encore? Ce qu'on utilise, bon, certaines d'entre vous connaissent des bateaux qui
qui naviguent grâce à des batteries. Je pense à La Rochelle, par exemple, qui permet de traverser le port. On a aussi, il y a quelques expérimentations sur des bateaux à hydrogène, pur hydrogène, sur des vedettes là actuellement. Donc ça, ce sont sur des bateaux de petite capacité. Et puis ensuite, on est en train de voir émerger un certain nombre de projets, de bateaux là, qui ont des capacités beaucoup plus importantes, sur lesquels on va commencer à expérimenter, et pas seulement expérimenter d'ailleurs, mettre en exploitation des technos que j'ai évoqués tout à l'heure. Je vais prendre quelques exemples. Il y a la région Occitanie qui va embarquer sur une drague, une pile à combustible qui va tourner à l'hydrogène, des batteries et une production d'électricité conventionnelle à partir de fioul. Voilà. Donc là, il y aura une hybridation des technologies. On a sur la Seine, pas très loin d'ici forcément, Zulu 6, un bateau de Sogestran qui va aussi embarquer une pile à combustible. Et on a annoncé cette semaine que Vedette de Paris allait convertir en 100% électrique un de ces bateaux, enfin un premier bateau avant les autres en tout cas. Donc on voit qu'il y a certains armateurs, certains constructeurs, certains intégrateurs qui bouillent la chemise là en ce moment et qui se lancent sur des technos qui sont innovantes. Voilà, on espère que les assureurs ne seront pas trop frileux pour nous accompagner. Xavier Buy, dans le monde aérien, qu'est-ce que vous envisagez Moi, je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt ce que viennent de dire mes confrères là. On se retrouve énormément chez vous là avec les mêmes questions sur les différents carburants, les mêmes questions sur l'efficacité d'abord qu'il faut citer en premier. L'efficacité de la propulsion, l'efficacité de l'économie, le bon fonctionnement des moteurs et autres, ça c'est la première chose à regarder. Alors, on peut dire d'ailleurs que là-dedans, l'aéronautique depuis les origines n'arrête pas de diminuer la consommation de carburant par kilomètre passager transporté. Je ne sais plus combien c'est, une fois, on diminue par 2 une fois tous les je ne sais combien d'années, mais enfin ça descend inexorablement. Et d'ici 2050, ça va grosso modo par rapport à aujourd'hui, avec le renouvellement des flottes et puis les petits progrès qui seront faits encore derrière, on va encore diminuer quasiment d'un facteur 2. Donc ce qui aidera à compenser le prix de carburant plus cher. Bon, alors maintenant, quelles énergies emploie-t-on? Quelles énergies emploie-t-on? Dans un avion, pour aller loin, il faut stocker de l'énergie qui est à la fois légère, alors c'est les kilowattheures par kilo, et puis compact, des kilowattheures par litre. Alors pour ça, le kérosène est vraiment le produit idéal. C'est une douzaine de kilowattheures par kilo. Et à peu près par litre, enfin c'est densité 0,8, donc c'est vraiment très compact. L'hydrogène dont on parle beaucoup, même l'hydrogène liquide, c'est sympathique. Ça pourrait être plus sympathique parce qu'on est du côté de la trentaine de kilowattheures par kilo, alors c'est merveilleux, mais seulement c'est horriblement encombrant, terriblement encombrant. Alors aujourd'hui, donc la piste principale est celle du kérosène dans ses différents ersatz possibles, c'est-à-dire le biokérosène ou les électrofuels, donc des kérosènes de synthèse qui sont faits avec différents procédés qui font intervenir de l'hydrogène ou qui font directement de la coélectrolyse de vapeur d'eau et de gaz carbonique. Alors il faut dire que pour que le cycle soit vertueux, il faut que le gaz carbonique soit capté quelque part et soit rendu à l'atmosphère d'une manière neutre. Donc ces électrofuels, ils marchent avec du gaz carbonique qui a été capté directement dans l'atmosphère, ce qui est une aberration un petit peu lourde, mais qu'on arrive à optimiser par des procédés très astucieux, et on arrive au bout du compte à avoir en kilowattheure fournis par le carburant, rapporté au kilowattheure d'énergie renouvelable qu'il a fallu mettre dedans pour le produire, on arrive grosso modo en énergie verte au même rapport pour l'électrokérosène, l'ikérosène, que pour l'hydrogène liquide. Donc c'est à peu près kiff-kiff. Vous allez voir, c'est important pour la suite. Donc ces nouveaux carburants, on les appelle d'une manière générique les SAF, pour Sustainable Aviation Fuels. Et donc on commence à les utiliser par petites quantités. On sait les produire par millions de litres, mais il faut passer aux millions de tonnes, évidemment. Et puis réduire les coûts de production d'une manière assez drastique. Alors, il faut dire un mot quand même aussi des batteries et de l'hydrogène. Alors, les batteries, pour les batteries, on peut faire des choses sur les avions. On peut faire des choses sur des petits avions d'entraînement. Il y en a un
je vais citer son nom, c'est une compagnie sloveno-italienne rachetée par Textron, enfin rachetée par les Américains récemment, le Pipistrel. Il y a un petit avion d'entraînement qui est homologué, certifié officiellement et qui peut voler environ 1 heure pour faire de l'école de pilotage ou pour faire 100-150 km. Ça existe, il y en a un qui vole. Bon, par contre, c'est pas extrapolable à de plus gros avions. Si vous voulez faire Paris-Toulouse avec un avion à l'électrique, il faudra emporter dans un avion de 40 tonnes environ 50 tonnes de batterie. Donc ça le fait pas, comme on dit. Bon, donc les batteries, donc on oublie. Par contre, alors l'hydrogène gazeux. Alors l'hydrogène gazeux, c'est pas mal. C'est même très, très séduisant. Seulement, ça reste encore très encombrant, même si on le comprime à 700 bars ou à 200 ou 300 bars, comme dans la flotte de taxis parisienne qui marche à l'hydrogène gazeux, ou de certains bus, ça marche très bien lorsqu'on a un peu de place et que le poids n'est pas trop rédhibitoire. Mais en aviation, ça met des limites à des vols de très très courte distance. Donc ça ne marche pas trop non plus. En plus, on ne sait pas faire des piles à combustible à très grande capacité énergétique, enfin à très grande puissance. À très grande puissance, on ne sait pas trop faire. Et l'électricité à bord d'un avion, dès qu'on monte en altitude et qu'on veut avoir des fortes puissances, donc des fortes tensions ou des fortes intensités ou les deux, eh bien, au bout de 1500 mètres, 2000 mètres, ça commence à flasher de tous les côtés. Donc on a des limitations en tension très strictes. Donc c'est pas facile. Donc on arrive à l'hydrogène liquide, qui est le Graal actuellement apparemment, on en parle énormément. Alors il est liquide, l'hydrogène à la pression atmosphérique à moins de 253 degrés, donc on n'est pas loin du zéro absolu, mais c'est coûteux de le liquéfier, mais enfin ça se fait. Donc sur le papier c'est séduisant, il y a 3 fois plus d'énergie au kilo que pour le kérosène. L'ennui c'est qu'il est encore assez peu dense, ça prend encore beaucoup de place, malgré tout, c'est 70 kilos par mètre cube, je crois, vous voyez, par rapport aux 800 kilos du kérosène. Donc ça prend 10 fois plus de place que le kérosène, plus les isolants qu'il faut mettre autour pour l'empêcher de partir à l'ébullition et le tenir un certain temps dans l'avion. Donc ça, c'est compliqué. Et ce n'est pas tout. Alors, sur le papier, ça permet de faire voler des courts et des moyens courriers, enfin, moyens pas trop, enfin plutôt courts que moyens. Donc 500 km, 1000 km, peut-être un petit peu plus. Voilà, jusque-là, ça ne va pas trop mal. Par contre, pour les longs courriers, on le sent vraiment pas du tout. Donc, ceci dit, utiliser l'hydrogène liquide, ça a été regardé quand même depuis pas mal d'années. Et en fait, c'est très difficile. C'est très difficile. Dans le spatial, on le fait, mais il faut faire évacuer les gens pendant les ravitaillements à des kilomètres. On classe ces vaisseaux, les sites, et tout. Donc, si on veut, comme le cherche le transport aérien, ravitailler en face des aérogares, on vient garer l'avion, 15 minutes après, il repart chargé d'hydrogène liquide. Quand on raconte ça à l'aéroport de Paris, par exemple, ça leur fait un peu dresser les cheveux sur la tête. Bon, c'est pas facile. Alors, on va pas dire que c'est impossible. Dans les métiers que j'ai exercés, je dois dire que j'ai toujours du mal à dire que les choses seront impossibles, parce que quelquefois on y arrive, mais quand même, le chemin sera difficile. Et l'équation économique pour fabriquer cet hydrogène, ça va. L'avitailler jusqu'à l'aéroport, ça va. Mais ensuite, la suite, depuis le ravitaillement des avions jusqu'à la maîtrise à bord de l'avion, ça demandera beaucoup de travail. Et donc l'équation économique telle qu'elle est vue par un certain nombre des grandes sociétés aéronautiques aujourd'hui, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'informations, des informations là-dessus. L'équation économique n'est pas évidente. Voilà. Merci Xavier, c'était très clair sur tous ces obstacles. Alors j'ai envie de poser la même question sur le maritime. Ça avance, mais ça avance lentement quand même. Hein. Donc, quels sont les obstacles? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait faire bouger pour qu'on aille un peu plus vite? Alors, sur la propulsion par le vent, en fait, il faut avoir en tête que... Alors, je vous ai montré une image, c'est ma faute. Je vous ai montré une image de course au large, et donc vous avez pensé course au large. Mais non, on est vraiment sur le développement de produits industriels. Donc, finalement, on n'a pas vraiment d'obstacles technologiques. Par contre, on est dans le développement de nouveaux produits industriels. Il faut quand même avoir en tête que c'est des mâts
qui vont faire 35 à 80 mètres de haut, qui vont être de 3 à 5 mètres de large, qui sont en métal ou en composite. Alors, il y aura certaines parties en carbone, mais pas tous du tout. Enfin, ça dépend vraiment des technologies. Et on est dans ce développement-là où ça nécessite de produire de nouveaux outils industriels. On a des usines qui sont en construction en France. Il faut savoir qu'on a une dizaine d'équipementiers en France qui travaillent là-dessus d'arrache-pied depuis quelques années. C'est un tiers de tous les équipementiers mondiaux. Donc on a vraiment une concentration en France qui est assez exceptionnelle. Et c'est finalement plus ce temps de développement industriel. On est sur des niveaux de maturité où tout le monde a à peu près réalisé un prototype en environnement représentatif. Donc on est dans des niveaux de maturité des TRL relativement élevés. On commence à avancer vraiment sur les installations. Et en revanche, c'est plutôt le retour sur investissement finalement de ces voiles, de ces ailes, qui pose problème aujourd'hui, c'est le financement de ces systèmes, puisqu'aujourd'hui, on a un marché du maritime qui ne valorise pas encore, ça va venir dans 2-3 ans, mais qui ne valorise pas encore la tonne de CO2 évitée. Et donc, dans les modèles économiques, on ne valorise pas le fait que le vent soit gratuit. Et donc, on est dans cette tension aujourd'hui de tester des prototypes, de convaincre des armateurs d'aller sur ces tests-là et de prendre les risques des premiers tests, et d'avoir en même temps un marché maritime qui est en train d'évoluer très, très, très rapidement. Donc je pense que dans les 2-3 ans qui viennent, les choses vont quand même fortement changer. Olivier Sancoeur, sur l'innovation et la technologie, comment vous voyez ça? Oui, on a besoin de techno qui évoluent. Les programmes de R&D sont fondamentaux dans nos démarches, et pour intégrer des technos demain, il faut chercher aujourd'hui finalement. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles dans l'institut monté par le cluster maritime français, des instituts de recherche, le monde de l'enseignement est rentré dans cet institut et participe activement aux côtés des industriels et des armateurs à faire avancer des technologies. Donc on a besoin de ça. On a besoin aussi d'avancer en même temps que comment dirais-je, les organismes de certification. On a touché du doigt tout à l'heure la difficulté que ça peut représenter pour les intégrateurs comme nous, c'est-à-dire qu'on se retrouve à intégrer des technologies alors que finalement le contour réglementaire n'est pas encore complètement défini. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour nous, pour sécuriser la manière dont on avance. Donc voilà, on travaille main dans la main avec les organismes de certification, mais on voit qu'on n'est pas encore complètement prêt. Est-ce qu'il faudrait une réglementation? Enfin, on parle certification, mais est-ce qu'il y a un aspect réglementaire qui pourrait bouger la chose? J'ai pas bien entendu en fait. Est-ce que au-delà de la certification, une évolution réglementaire pourrait permettre une accélération? Je crois qu'on est en train de découvrir en fait les contraintes que nous amènent les technologies. Donc oui, la réglementation va évoluer forcément et va s'adapter à ce qu'on va découvrir, aux difficultés qu'on va rencontrer, comment faire pour sécuriser les bateaux, comment faire pour bien intégrer les choses. Ouais, les règlements devront s'adapter. Ouais. Est-ce qu'il y a un aspect culturel aussi? On l'a touché du doigt tout à l'heure, mais est-ce que culturellement, il y a encore des gens qui bloquent? Et à l'inverse, j'ai envie de dire, est-ce que vous commencez à sentir une poussée de la réputation, comme ça fait plusieurs années, enfin, vous avez cité, Xavier Bouilly a cité Greta. Est-ce que le maritime commence à souffrir d'une réputation moins favorable peut-être pour son aspect marron, comme d'aucuns le disent? Qui ose se lancer? Allez, Lise. Je pense que le maritime est quand même relativement peu connu du grand public. Ça reste une affaire de spécialistes. Quand on commence à mettre des voiles sur un navire, par contre, c'est très visible. Et là, on commence à avoir effectivement une certaine aura et des choses qui bougent, et on sent qu'on a un vent d'appui, de soutien, de sympathie quand on réutilise l'énergie du vent sur ces navires-là. Donc culturellement, le grand public est prêt. J'ai envie de dire, est-ce que l'industrie est prête? L'industrie va y arriver petit à petit,
Mais là aussi, on a, nous, un travail d'acculturation à mener qui est très fort parce que, voilà, parler de voile, de transport maritime à la voile, il y a quand même une idée de retour en arrière, souvent, qui émerge, une peur, effectivement, de casse ou effectivement des expériences de la course au large. On voit des navires qui vont avec des performances complètement hallucinantes. On n'est pas du tout dans ce cadre-là parce qu'on est dans un cadre de marine marchande avec des produits industriels qui passent par des analyses de risques extrêmement poussées, rigoureuses, etc. Mais tout ça, il faut l'expliquer, il faut l'amener, que ce soit au niveau des professionnels, que ce soit au niveau de l'administration, des représentants, des élus, etc. On a tout un travail d'appropriation de ce sujet à mener. Olivier Sanquin, vous évitez scrupuleusement mon regard, hein, mais culturellement, comment vous sentez ce sujet dans votre maison et plus largement ? Au sein des entreprises de Vinci Énergie, j'ai parlé de RSE tout à l'heure pour commencer. Et les salariés nous attendent en fait sur un changement culturel, un changement dans la manière d'aborder nos affaires, dans la manière d'apporter nos solutions. Donc on sait que demain, si on veut fidéliser nos salariés, ne serait-ce que ça, si on veut les intéresser à ce qu'ils font, et donc in fine bien servir nos clients, il faudra qu'on soit bon en fait sur ces sujets-là. Donc culturellement, oui, c'est vrai, comme nous tous ici, hein, je crois qu'on évolue en ce moment. Hein, on est face à plusieurs chocs. Les chocs climatiques nous bousculent là tous les jours, et donc on prend ça. Enfin, il faut qu'on prenne ça au sérieux. Donc, on a entre les mains un savoir-faire. On souhaite vraiment le mettre à profit du secteur maritime. Xavier Lezac, tout à l'heure, vous nous avez parlé des peurs que peuvent ressentir certains assureurs. Alors, je voudrais revenir sur ce point et puis voir plus globalement comment est-ce que l'assurance peut peut-être jouer un rôle dans cette évolution, une fois les peurs passées, et comment est-ce que, vous êtes le porte-parole de la moitié de cette salle, hein, voilà, pour nous dire comment vous voyez l'évolution à moyen terme. Alors l'assureur s'est toujours adapté on va dire, à son environnement, et quelque part cette nouvelle prise de conscience, on le voit au niveau général. On parlait un petit peu des chocs climatiques qu'on a subis ces 15 derniers jours en France, donc il y a beaucoup de communication, vos assurances vont augmenter, etc. Mais d'un point de vue plus particulier sur le maritime, on sent aujourd'hui qu'effectivement le maritime qui était un petit peu caché, finalement on reçoit des marchandises mais on ne veut pas trop savoir comment elles viennent et par quels moyens et si ça pollue ou pas. Aujourd'hui, la RSE de l'entreprise, le côté ESG est de plus en plus prégnant et on va devoir s'adapter. Et nous, assureurs, on va devoir se réinventer des solutions, discuter avec nos partenaires clients pour savoir comment on va le faire. Est-ce que ça sera une assurance classique? Est-ce que ça sera un modèle un petit peu différent? Aujourd'hui, je n'ai pas forcément la réponse, mais là, se réinventer aujourd'hui est tout à fait nécessaire pour nous. Et nos sociétés mères ne nous comprendraient pas si on n'allait pas dans cette voie finalement de l'environnement comme elles le font de manière générale, puisqu'il y a beaucoup de communication, comme je disais en préambule, sur ce côté ESG et ces points à 2030 et 2050. On est un petit peu à la croisée des chemins et on l'a vu dans les chiffres présentés auparavant. Si on continue sur le modèle actuel, ça va être un petit peu compliqué. Pour les assureurs y compris, puisque les catastrophes vont augmenter. Alors ça ne va pas nous toucher dans le maritime, mais par ricochet, on finira par être touché. Donc il va falloir qu'on participe. De quelle manière? À nous de l'imaginer, à nous d'imaginer ce futur avec nos clients, nos partenaires. Vous me disiez qu'il y avait une petite réticence sur le carbone dans les structures. Est-ce que ça bouge? Et puis on écoutera Xavier Buis, puisqu'en fait, dans l'aérien, on fait pas mal de carbone aussi. Oui. Vous souhaitez m'entendre là-dessus, maintenant? Oui. Juste sur le maritime d'abord, vous les regardez de plus en plus, ces structures en carbone, hein? On est de plus en plus regardés. En ce qui concerne Allianz, on a des politiques spécifiques sur certains secteurs.
les secteurs, on va dire les plus polluants, avec un focus sur le charbon qui est un petit peu... Pardon, non, j'ai pas été clair du tout. Les structures de bateaux qui s'appuient, qui ont besoin d'évoluer dans les constructions, les coques, vous disiez que c'était des matériaux éventuellement cassables, enfin, c'est pas le bon terme, mais qui pouvaient vous faire peur. On en parlait en préparation de cette table ronde, et cette vision des navires de course, et tous les souscripteurs, ou une partie des souscripteurs dans la salle se rappelleront de la route du Rhum, je ne sais plus si c'est en 2004 ou 2005, avec tous ces navires retournés. Et c'est vrai que ça ne donne pas forcément la meilleure presse possible à tous ces matériaux, à cette haute technologie. Mais c'est vrai qu'on sera obligé de s'adapter, ça c'est une certitude. Le comment reste à définir. Avec une durée de vie différente, hein. Peut-être. Des rétentions différentes, des conditions à adapter. Oui. Xavier Buis sur ces structures. Mais sur le carbone, vous savez, dans l'aviation, c'est une vieille histoire maintenant. On l'a mis en série sur le Boeing 767 il y a plus de 40 ans maintenant. Et aujourd'hui, la structure principale d'un avion est à plus de 50% carbone. Alors, il faut voir que dans l'aviation, chaque petit morceau de ce que vous mettez dans un avion doit être est soumis à des réglementations tout à fait complexes et vraiment pointilleuses, doit être certifié, prouvé dans tous les sens. Et par exemple, pour le carbone, si vous voulez construire un fuselage d'avion ou une aile en carbone, c'est possible en fait, mais il faut qu'elle résiste à la foudre. La foudre sur un avion, c'est une fois tous les 1000 heures, il y a un coup de foudre sur l'avion. Construire en carbone un fuselage d'avion, c'est finalement pas très intéressant. Il vaut mieux le construire en partie en métal, en partie en carbone. C'est plus intéressant, parce que si c'est pour mettre plein de cuivre dedans pour faire paratonnerre, vous avez tout perdu. Oui, il y a des tas de trucs comme ça. Mais le carbone, il est extrêmement bien maîtrisé du côté aéronautique depuis 50 ans. Vraiment, c'est quelque chose de courant. Maintenant, on optimise plus ou moins. Les nouveaux développements, ils sont pas avec... c'est pas le carbone il n'intervient pas beaucoup. Ce qui est intéressant dans les nouveaux développements d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça peut concerner le maritime, c'est tout ce qui est comment on appelle ça déjà, fabrication additive, ce qu'on appelle l'imprimante 3D quand on a chez soi. Bon, ou presque. Et là, avec la fabrication additive, on peut avoir des gains de masse tout à fait considérables. Mais c'est une autre histoire. Bon. Et tout ça, ça va venir et ça va être certifié, réglementé et tout, et ça sera assurable. On a un tout petit peu de temps pour prendre une ou deux questions, si sur ces sujets un peu techniques, quelqu'un a envie d'avoir des précisions. Je ne vous vois pas très bien, mais si vous agitez grandement la main, je peux prendre une question. Il y a un point sur lequel je voulais revenir. Quand on a vu tout à l'heure votre présentation, Olivier, je crois, tout au bout à droite, il y avait la décroissance. Alors, c'est vrai dans tous bien au-delà du maritime, le sujet de la décroissance semble être, d'après certains, la seule solution, ou en tout cas la seule solution vraiment efficace. Est-ce que c'est un tabou dans votre industrie? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que personne ne veut me répondre? Je crois que c'était pas le mot décroissance, c'était sobriété. Pardon, c'était sobriété. Déjà tout de suite, la sobriété. Voilà. Pardon. C'est pas tout à fait la même chose. Alors dites-moi pourquoi j'ai été simplifiée et comment est-ce que la sobriété peut être... C'est-à-dire que dans la décroissance, on est vraiment dans une idée de comment dire, plutôt négative, de redescente. Sobriété, c'est réussir à mieux gérer ses besoins et à les équilibrer, tout simplement en fonction de la disponibilité des ressources qu'on a autour de nous. Et c'est vrai que, on le sait tous, aujourd'hui, on ne consomme pas en fonction des ressources dont on dispose. Pas encore, parce qu'on n'a pas encore atteint totalement la limite du pétrole, mais elle va arriver, a priori. Et cette sobriété, elle est plus complexe parce que c'est pas uniquement, Olivier l'a dit tout à l'heure, une question de technologie, c'est vraiment une question de comportement. Et ça, c'est l'intime de chacun qui est touché, et l'intime du fonctionnement de nos sociétés en elles-mêmes qui est touché. Sur le sujet, alors je parlais quand même encore une fois propulsion par le vent, mais
Ce que peut amener la propulsion par le vent, c'est qu'on est sur, quand on veut être sur une optimisation vraiment de la propulsion par le vent, donc avec une propulsion principale, on va être sur des navires de taille plus modérée. On va essayer d'aller dans des ports secondaires pour essayer de rapprocher les zones de chalandise, de la zone de chargement, déchargement, pour essayer d'aller sur non seulement l'enjeu du transport maritime, mais de toute la chaîne logistique des produits. Et c'est ça qui va se jouer derrière, c'est que ça dépasse largement le transport maritime, la sobriété, c'est comment est-ce qu'on réorganise toute la supply chain derrière. Et ça, c'est voilà, une dimension, le transport maritime, finalement, ça ne représente que quelques pourcents du contenu carbone du produit en lui-même et de sa production en elle-même. Donc voilà, ce n'est pas une simple question de transport, je pense. Olivier, en complément ? Oui, c'est pas une question taboue, la sobriété. Ce sont même des choses qui sont abordées. Alors on est aux prémices, mais on commence à travailler sur des systèmes de reuse, par exemple. Comment réutiliser des systèmes, comment leur redonner une deuxième vie, les utiliser différemment. Donc là, on parle bien de sobriété quand on dit prolonger la vie d'un équipement ou lui donner une deuxième vie. C'est des choses sur lesquelles on commence à se pencher. On le voit sur certains secteurs industriels et je pense que demain, on pourra le voir aussi dans le secteur maritime. On parle aussi de low-tech. Et il y a certains, je viens de Concarneau, donc il y a certains là-bas qui expérimentent un certain nombre de technologies. Roland Jourdain, par exemple, est parti sur un bateau en fibre de lin, par exemple. Je crois que c'est bon à dire. Alors je ne sais pas si la fibre de lin, ça sera la solution du futur, j'en sais rien. Mais en tout cas, on essaye. Voilà. Et on essaye sans tabou. Je pense que Roland Jourdain, s'il avait lancé cette idée-là il y a 10 ans, on l'aurait traité de fou. Là, on le traite encore un peu de fou, mais on le laisse venir et puis on regarde ce qu'il fait et on observe et on essaye d'en tirer quelque chose. Donc non, des tabous, je crois qu'il n'y en a pas. Enfin, je le dis depuis le début de la table ronde, et je crois qu'il n'y aura pas une solution, il y en aura plusieurs et on trouvera dans cette sobriété aussi un certain nombre de leviers. Quel est votre message pour les assureurs qui nous écoutent ? Est-ce que vous avez un message ? Tout à l'heure, il y a un peu de lobbying peut-être, mais là je vous donne officiellement le micro pour le lobbying. Est-ce qu'il y a un message à leur faire passer si le souhait de décarbonation n'est pas encore très clair ? Il y a des assureurs dans la salle, c'est ça ? Non, il y en a justement. Parlez tranquille. D'accord. Dites tout ce que vous avez sur le cœur. Non, plus sérieusement, c'est ce travail en équipe en fait qui fait qu'on va bien avancer. Je crois que si on avance qu'on n'avance pas en rang ordonné, on risque de partir chacun sur des voies qui seront peut-être contradictoires, qui seront pas synchronisées. On a besoin de travailler ensemble. Donc voilà. Moi, en tant qu'ingénieur, j'ouvre ma porte aux assureurs pour leur expliquer ce qu'on est en train de faire. Et peut-être aussi pour adapter les solutions par rapport à leur regard, parce que je pense qu'ils ont droit au chapitre dans les évolutions qu'on peut être amené à faire. Donc, alors moi, je dis j'ouvre ma porte, mais je pense qu'il y a d'autres lieux pour s'exprimer. On parle du cluster maritime français, par exemple. C'est une chambre d'écho qui est excellente, par exemple. Xavier Lezach, votre message à votre maison et à vos concurrents, enfin voilà, c'est... Le message, c'est on est au début d'une nouvelle ère, donc à nous de tout inventer, de se réinventer pour les années qui viennent. Ça va être hyper important d'être capable effectivement de suivre nos clients dans ces innovations et de trouver les bonnes solutions et de se comprendre, ça va être la clé. C'est le discours entre toutes les parties prenantes, puisqu'il y aura les assureurs, il y a les sociétés de classification, on a vu les armements, nos courtiers d'assurance, etc. Tout le monde va être partie prenante et va devoir travailler et trouver là où les bonnes solutions, parce qu'effectivement, il n'y en a peut-être pas une. Il y en aura peut-être une par compagnie, une par marché d'assurance, je ne sais pas, mais à nous de créer tout ça, d'être créatif, imaginatif pour le futur. Lise ?
je ne peux que souligner l'intérêt en effet de travailler ensemble. Je mettrais un petit coup d'accélérateur quand même, parce qu'on est sur des sujets là où effectivement on n'a pas encore de solution, mais il y a quand même des premières solutions qui arrivent. Et on peut plus se permettre de perdre du temps en fait pour leur permettre de faire leurs preuves. Peut-être que toutes ne fonctionneront pas, mais aujourd'hui il faut absolument qu'on puisse avoir des cadres d'application facilités pour qu'à minima elles puissent faire leurs preuves, et ça demande clairement de la proactivité. Aujourd'hui, il n'y a pas de blocage sur la propulsion par le vent, mais il n'y a pas de proactivité non plus. Et là-dessus, il faut absolument que ça change parce que le temps passe extrêmement vite et on n'a plus vraiment le temps d'apprendre. Et comme on est dans la petite phase de lobbying, j'en profite pour vous dire que Winship a écrit un livre blanc de la propulsion des navires par le vent et qu'il est à disposition. J'en ai quelques exemplaires ici, mais pas beaucoup, mais il est open source en ligne et que c'est avec grand plaisir qu'on vous le partage pour avoir un peu plus d'informations sur certaines des images qu'on a vues étaient extraites en lien, donc je pense que c'est très visuel, j'ai même compris. J'ai un autre message à passer, pardon. C'est que, et pour rebondir sur ce que tu dis, Lise, c'est qu'on est aussi pressé par autre chose, c'est une compétition internationale. Et si on ne veut pas être les derniers de la course, il faut qu'on accélère là aussi pour cette raison-là. Je crois que j'ai entendu parler de pays du nord de l'Europe qui allaient assez vite sur d'autres interventions. Effectivement, on a déjà un peu de retard donc, sur certains sujets. Pas sur tous, mais donc voilà, je crois aussi que c'est un de nos enjeux, un de nos défis. Je reviens juste sur cette compétition internationale. Vous citez le nord de l'Europe. Concrètement, la Chine, les États-Unis, ils en sont où? C'est moins le cas. Bon, alors la Chine, je ne les vois pas trop bouger sur ces sujets-là. Enfin, bon, moi, perso, je suis à côté de la plaque. Non, alors, sur la propulsion par le vent, ils s'y intéressent assez fortement et on sait qu'il y a des projets qui restent très discrets et qui vont émerger assez rapidement. Après, il y a des gros consortiums internationaux qui se mettent en place, justement, oui, en Europe du Nord, mais aussi en Asie, autour de Singapour. Donc, il y a des projets qui avancent aussi relativement vite. Il est clair que si on veut une industrie française qui porte ces sujets-là aussi et que la France ne soit pas la dernière à décarboner son transport maritime, il faut avancer. Ouais. Dans les 2-3 années qui viennent, il y a vraiment des choses fortes qui vont se positionner. Xavier Buy, en conclusion de notre table ronde, quel serait votre message fort? Il y a deux choses. D'une part, pour revenir aux questions que vous posiez à mes partenaires aujourd'hui, là, côté assureur, donc du côté des carburants qui sont des ersatz de kérosène et qu'on sait mélanger dans des proportions plus ou moins grandes, aujourd'hui 50% et demain ça sera 100% sans grand problème. Là, on est dans du connu. Bon, il y a des petites choses à faire pour régler le dosage des petits produits de perlimpinpin dans le kérosène, mais enfin, c'est pas une grosse affaire. Donc, c'est à peu près neutre. Par contre, si on passe à des nouveautés, comme l'hydrogène, et en particulier l'hydrogène liquide, là, on se retrouve comme on était avec le kérosène il y a 70 ans ou 80 ans. Et donc, il y a eu un très long chemin pour arriver à réduire le taux d'accident qu'on avait dans les années 50 et arriver à ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un sous-ensemble sur un avion, statistiquement, un gros sous-ensemble ne doit pas avoir un ennui grave plus que tous les 1 milliard d'heures de vol. Oui, c'est quand même beaucoup. 10 puissance 9. Donc il faut qu'un grand sous-système, par exemple le système d'approvisionnement d'hydrogène, par exemple, ait cette fiabilité. Il faut la démontrer. Alors s'il faut faire des essais, des trucs et des machins, c'est un peu compliqué. Donc il y a du chemin à parcourir là-dessus. C'est pas évident. Alors ça, c'est un petit message au passage. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Bon, alors maintenant, pour revenir aux carburants synthétiques dont on parle beaucoup, donc qui sont l'outil qui nous servira à décarboner, on espère, complètement à 100% d'ici 2050. Alors, on sait faire ces carburants, on sait faire. Il y a pas mal de boîtes dans le monde qui savent les faire. Ils seront chers. Je préfère pas donner un chiffre aujourd'hui parce qu'il y a des tas de chiffres qui circulent là-dessus, mais ils seront chers. Mais les avions consommeront, par rapport à aujourd'hui, 2 fois moins. Alors, quand même, ça amortit un peu le coût. Alors, même si 2 fois moins, et même si c'est 3 fois plus cher, mais qu'on fait 2 fois moins, le prix du billet ne souffrira pas trop. Bon. Par contre, les investissements mondiaux pour produire ces carburants
Ils ne se feront pas tout seuls, il faut de l'énergie verte, il faut les usines, il y a l'intermittence de l'énergie verte qui est quelque chose qui n'est pas du tout maîtrisé aujourd'hui, qui est ignoré, on n'en parlait jamais, mais je vous assure que pour produire de l'électrolyse, l'énergie verte ou autre, avoir une production en dents de scie d'énergie, en dents de scie à l'échelle de l'Europe, quand on mutualise l'énergie verte à l'échelle de l'Europe, eh bien ça ne se lisse pas, ça reste comme ça. Ça reste en pic. Et faites marcher des usines de chimie à plus ou moins feu continu avec l'énergie comme ça, bonjour. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont actuellement sous le tapis. Donc il y a là-dessus, c'est pas évident. L'énergie qu'il nous faudra pour faire marcher nos navires et nos avions, elle n'est pas encore donnée aujourd'hui, et l'énergie et le bio pour ça, le bio on va pas consacrer plus que ce qu'on consacre actuellement au diesel par exemple, qui est une bonne partie de notre surface agricole. On peut imaginer que ça va plutôt se réduire qu'augmenter. Donc là aussi sur le bio on risque d'être limité. Donc c'est pas évident. Donc les investissements se chiffreront en milliers de milliards, et donc pour que ça fonctionne au point de vue aéronautique, mais peut-être au point de vue maritime, ça risque d'être pareil. Il faudra qu'il y ait une vision réglementaire mondiale claire, donc en dehors, puisque l'OACI c'est un truc qui dépend de l'ONU, c'est mondial, donc c'est pour ça qu'on est resté en dehors des accords de la COP, etc. Donc c'est pour la même raison que chez vous. Il faudra donc une réglementation mondiale claire et des politiques nationales claires également à long terme pour que les énergéticiens s'y mettent. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes énergéticien, vous n'êtes pas tellement tenté de lancer des investissements considérables pour une énergie que les gens ne vont pas acheter tout de suite. Voilà le message. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces présentations très claires. Mais je trouve qu'on a pris conscience de ce que d'aucuns appellent le mur de la transition énergétique qui va nous coûter très cher, le mur d'investissement. Merci beaucoup. Merci.